Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés du Trésor. Je suis Dorothée Rouzet, chef économiste à la DG Trésor. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité puisque cette session porte sur le décryptage du programme économique du président élu Trump et ses conséquences aussi pour l'Europe, pour la France. Avec comme idée à la fois de se replonger dans le programme du candidat Trump, à la fois sur le plan de la politique commerciale, mais aussi sur la politique budgétaire et d'autres aspects, aussi de regarder ce qui s'est passé depuis les élections en termes d'annonces, en termes de nominations, et quelles sont les implications, ce qu'on peut aussi, ce qu'on pourra ensuite en déduire en termes d'implications pour l'Europe et pour la réaction que devrait avoir l'Union européenne, même si on ne rentrera pas en détail dans cet aspect. Aujourd'hui, sur ce sujet, on mobilise différentes parties du Trésor, le service économique à Washington, mais aussi les collaborateurs du Trésor qui travaillent à la fois sur des questions macroéconomiques, commerciales, bilatérales, puisque c'est un sujet qui brasse très large en termes de domaine de politique économique. Et nous allons tenter de vous apporter les clés sur ces différents aspects. Je vais pas être très longue parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Simplement mentionner aussi à tous les participants que vous avez la possibilité de poser des questions par l'onglet questions qui doit être en bas à droite de votre écran. Nous garderons un temps à la fin pour cette session de questions-réponses, mais vous pouvez de toute façon poser des questions au fur et à mesure des présentations et nous garderons donc ce temps à la fin pour y répondre. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je vais passer la parole à Antonin Avia pour les premiers aspects de ce décryptage. Bonjour à tous, merci beaucoup Dorothée. C'est un plaisir de vous retrouver pour discuter un peu de ces élections qui nous ont beaucoup occupés et qui vont avoir des conséquences importantes sur l'économie américaine, l'économie mondiale plus largement. Je vais faire une première partie très rapide pour rappeler et qualifier un peu l'ampleur de la victoire de Trump, de manière assez notoire. Les élections étaient assez disputées, étaient très disputées. Les instituts de sondage étaient en grande difficulté pour arriver à prédire le résultat des élections avant le vote du 5 novembre, avec beaucoup d'incertitudes sur la capacité à mesurer les intentions de vote des électeurs, les comportements de participation, les shifts dans les différentes strates de la population. Et au final, ça a été vu comme une grande victoire de Donald Trump, en particulier sur le volet présidentiel. Tous les fameux États pivots, les swing states, qui étaient au cœur qui était l'enjeu principal, puisque ce sont les États à gagner pour gagner l'élection présidentielle. Les 7 États ont été gagnés par Donald Trump, et donc on a abouti à ce résultat que vous voyez à l'écran, 226 grands électeurs pour Kamala Harris et 312 pour Donald Trump, qui, encore une fois, gagne l'ensemble des États pivots qui avaient été identifiés, un écart de 3 millions de voix, près de 3 millions de voix entre les deux, un surcroît, un gain en nombre de voix par rapport à 2020. Côté Trump, et une démobilisation côté démocrate avec Harris qui perd 6 millions de voix par rapport au score de Joe Biden en 2020. J'ajoute à ce portrait une composante supplémentaire quand on s'intéresse à l'équilibre des pouvoirs sur les 4 ans qui viennent. C'est le renouvellement de la composition de la Cour suprême. Donald Trump aura une Cour suprême très conservatrice grâce à un certain nombre de nominations auxquelles il aura procédé. Et donc une Cour suprême qui, on le verra par la suite, agira probablement moins comme un contre-pouvoir pour ce deuxième mandat.
L'autre élection, puisque le 5 novembre, il n'y avait pas que l'élection présidentielle, loin de là, l'ensemble de la Chambre des représentants était soumise au vote et un tiers du Sénat a été soumis au vote, puisque le Sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Là, les résultats côté Sénat sont très favorables. Les démocrates avaient la majorité jusqu'à présent, une majorité courte. Les républicains ont réussi à gagner un certain nombre de sièges, en particulier certains sièges qui avaient été détenus par des démocrates sur des territoires très conservateurs et voilà, typiquement Joe Manchin, qui était le sénateur de Virginie occidentale, ayant renoncé, c'est assez naturellement que les républicains ont récupéré ce siège. Voilà, un certain nombre de victoires de ce côté-là, et les républicains disposent d'une majorité à 53 sièges sur les 100 sièges que compte le Sénat. Côté Chambre, en revanche, la majorité actuelle républicaine conserve, enfin, la majorité reste républicaine, mais avec une marge très faible, 220 élus républicains contre 215 élus démocrates seulement. C'est une majorité extrêmement faible qui va exiger pour passer des textes une cohésion totale du groupe républicain qui va, je pense, occuper pas mal de capital politique côté républicain. Pour mémoire, une marge aussi faible n'avait pas été observée depuis 1930. Donc on est vraiment dans une configuration où ce sera compliqué. Côté Sénat, le renouvellement se fait moins rapidement, et donc le poids du mouvement MAGA est en fait beaucoup moins important, moins prégnant sur cette assemblée. C'est aussi une assemblée qui prend un certain nombre de décisions à une majorité de 60 représentants, et donc qui nécessitera sur un certain nombre de décisions, mais on va y revenir, des accords bipartisans, et ça constituera aussi un des défis pour la nouvelle équipe. Voilà. Maintenant, si on passe au programme économique et qu'on déroule les principaux axes, évidemment, le premier axe, c'est la politique commerciale, avec une approche très centrée sur les droits de douane. Vous avez cette citation selon laquelle le mot droit de douane est le plus beau mot du dictionnaire, des droits de douane qui servent à tout si on écoute Donald Trump. Ça permet de récupérer des recettes publiques, permet de faire pression sur les partenaires, ça permet de lutter contre les délocalisations. Dans certaines citations, il vante aussi l'impact non pas inflationniste mais désinflationniste. Voilà, c'est l'outil miracle. Avec pour nous une grande question, et pour l'ensemble des observateurs, la question c'est dans quelle mesure c'est des droits de douane qui sont envisagés comme outil permanent pour rééquilibrer le commerce international, et notamment les soldes commerciaux bilatéraux des États-Unis. C'est un peu le cadre conceptuel dans lequel Bob Lighthizer, pendant le premier mandat Trump, avait placé sa politique commerciale. Ou est-ce que c'est un levier de négociation qui permet d'amener ses principaux partenaires à la table des négociations sur des sujets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le commerce, mais encore une fois, un levier de négociation très fort. Et donc l'ambiguïté reste assez forte sur cette distinction, avec des conséquences évidemment sur l'économie mondiale qui ne sont évidemment pas les mêmes.
Deuxième aspect sur la Chine, la relation sino-américaine. Donc, la Chine est vue comme un rival stratégique clairement de manière bipartisane aux États-Unis. Un discours très fort côté Trump avec un historique de l'homme qui a ouvert la guerre commerciale avec la Chine. Pendant son premier mandat, et une rhétorique qui continue d'être très très forte sur ce point-là. Encore une fois de manière bipartisane et donc avec beaucoup de traction. Plusieurs points à signaler qui résonnent sur l'économie américaine. Le choc sur l'industrie américaine qui est mis à l'index par le camp républicain, mais aussi les démocrates, et donc les pertes d'emplois associées, et c'est tout ce qu'on voit derrière les efforts de réindustrialisation, réinvestissement dans la perspective Biden, droits de douane dans la perspective Trump, pour schématiser très, très largement. La rivalité technologique, avec l'idée que les progrès technologiques que font les Chinois peuvent conduire à une remise en cause d'un leadership technologique des États-Unis, et qu'il faut donc se prémunir contre ces progrès technologiques avec un certain nombre d'instruments de nature, enfin de sécurité économique et de restriction des échanges sur certains aspects. Et s'assurer aussi que la Chine ne peut pas tirer parti indûment des progrès technologiques permis par l'économie américaine, et ça, c'est tous les instruments de contrôle des investissements sortants, de restriction aux exportations depuis les États-Unis, enfin voilà, toute cette catégorie d'instruments qui, encore une fois, sont bipartisans, mais sur lesquels il y aura probablement un renforcement côté équipe entrante. Et puis, les républicains aussi sont assez vocaux sur la capacité des Chinois à tirer profit et à renforcer leur influence à travers le commerce sur des pays tiers, par exemple, et à travers leur influence auprès de l'OMC et la manière dont l'OMC rend leur jugement. Les réponses qui sont proposées par Trump et qui ont été avancées durant la campagne, les deux principales, c'est des droits de douane additionnels de 60% sur toutes les importations en provenance de Chine, et une remise en cause du statut des relations du PNTR, donc Permanent Normal Trade Relationship, donc qui permet à la Chine d'être enfin qui donne à la Chine un statut de partenaire standard de l'OMC, et qui lui permet du coup de bénéficier des tarifs associés à tous les membres OMC. Voilà, côté climat-énergie qui va être aussi un sujet très fort. Donc là, c'est le fameux drill baby drill, avec une préoccupation disons très très faible sur les enjeux climatiques, une sortie des accords de Paris qui est promise, qui pourrait être plus forte avec une sortie y compris de la Convention ONU sur le climat. La valeur cardinale ici, c'est la dominance énergétique, et c'est un fil blanc dans toute l'action et la rhétorique de Donald Trump sur les atouts de l'économie américaine. C'est-à-dire les États-Unis maîtrisent et ont construit leur sécurité sur les énergies fossiles avec la révolution du gaz de schiste. Il n'est pas question de
faire une transition qui nous amènerait, qui nous obligerait à recourir à des technologies d'énergie propre maîtrisée par la Chine et sur laquelle c'est en fait la Chine qui est en leadership mondial, que ce soit à travers les technologies ou à travers les matières premières. Et donc c'est cette difficulté stratégique explique largement l'approche républicaine et le souhait de la part des républicains de tirer parti au mieux de l'avantage que se sont construits les États-Unis à travers la révolution du gaz de schiste. Résultat, une grande hostilité envers l'IRA, qui est le texte phare de l'administration Biden par lequel on soutient les énergies propres, qui est qualifié de Green New Scam, avec un certain nombre de difficultés que je rappelle ici pour remettre frontalement en cause, en particulier de nombreux territoires républicains bénéficient des investissements des acteurs des énergies propres. Il y a aussi certaines filières oil and gas qui bénéficient de ces subventions. On pourra y revenir, notamment sur la CCS. En revanche, ce qui est assez clair, c'est que le soutien aux véhicules électriques est clairement en risque. Un aspect sur lequel la rhétorique est particulièrement forte, c'est l'immigration, avec le sujet de la sécurité, la sécurisation de la frontière sud des États-Unis, une rhétorique très forte sur le sujet, avec cette citation de largest deportation in US history, qui est rappelée très régulièrement. On rappelle là les bases qui sont évoquées pour ça. Aucun quantum n'a été avancé. Le PIAI s'est risqué à deux scénarios. Un d'une reconduite à la frontière de 1,3 million qui était un événement de déportation, disons au sens américain, deportation, reconduite à la frontière, sous Eisenhower, donc voilà, qu'ils ont pris comme bord basse avec l'effet sur le PIB que vous voyez à l'écran, 1 point de PIB de perdu à horizon 2028, voilà, un scénario absolument maximaliste qui est le 8,3 millions. Là, on a clairement affaire à une politique qui serait dommageable pour l'économie américaine, et donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes ces annonces. L'objectif étant probablement, très certainement, davantage de sécuriser en flux la frontière sud plutôt que de reconduire à la frontière massivement. Côté fiscalité, l'ambition là, c'est de reconduire le TCJA, qui est le texte phare passé pendant le premier mandat Trump de baisse d'impôts, avec des baisses massives d'impôts à la fois sur les personnes et sur les entreprises. Des crédits d'impôt pour les familles étaient aussi inclus dans le TCJA, et on amplifie ce mouvement avec des baisses supplémentaires, avec un taux d'IS à 15%, et selon les citations, il faudra voir la manière dont ça est mis en place, mais un conditionnement à une production locale de cette baisse supplémentaire d'impôts, toujours avec cette idée de favoriser au maximum la production en interne aux États-Unis. L'exonération des pourboires, des heures supplémentaires et des bénéfices de la sécurité sociale. Un petit encadré sur ce que permet l'alignement entre la Maison-Blanche républicaine, la Chambre à majorité républicaine et le Sénat à majorité républicaine. Il est possible, dans ces circonstances d'alignement, de passer
des mesures budgétaires à la majorité simple des deux chambres et donc de faire sauter la dimension bipartisane dont je vous parlais quand je vous décrivais l'équilibre au Sénat. Ce sera évidemment un instrument qui sera mobilisé et qui facilitera la capacité de l'équipe Trump à faire avancer son agenda sur les aspects budgétaires fiscaux, mais aussi peut-être droits de douane. C'est des discussions qui sont en cours. Maintenant, si on s'intéresse aux premières décisions, premières actions depuis la victoire, déjà les nominations qui récompensent la loyauté avant tout. On a dans cette trentaine de personnalités qui ont été nommées 11 contributeurs à America First Policy Institute, qui est le think tank qui a avec Heritage, mais de manière, en étant beaucoup plus proche de Trump que Heritage, dont il s'est distancé. On a 11 contributeurs donc à America First Policy Institute. On a 7 contributeurs à Project 2025, qui est le projet, la profession de foi, disons, de ce think tank Heritage. On a 13 personnes qui sont intervenues dans ces procès et on a 8 grands donateurs pour sa campagne. Voilà, donc une équipe composée de fidèles, de loyaux, d'éléments qui ont démontré leur loyauté, et on verra, pas toujours des experts des matières sur lesquelles ils ont été nommés. Côté économique, qui sont les sujets qui nous intéressent le plus, on a 2 nominations aux postes clés qui sont les postes de secrétaire au Trésor à gauche, Scott Bessent, et secrétaire au commerce à droite, Howard Lutnick. 2 profils financiers, pas forcément les plus disants en matière de droits de douane, mais qui ont démontré au fil de leurs interviews, de leurs interventions, des positions qui intègrent pleinement la perspective et la possibilité d'utiliser les droits de douane à la fois comme instrument de recettes, de génération de recettes, mais aussi comme instrument structurel. Donc des profils qui à la fois envoient des signaux de compétences en matière financière et d'ouverture aux préoccupations du business, mais aussi d'endossement de l'instrument des droits de douane. Des économistes, Kevin Hassett au National Economic Council, c'est le conseil auprès de la Maison Blanche qui coordonne l'action de l'ensemble des administrations sur les sujets économiques. Et donc Kevin Hassett était le directeur du Council of Economic Advisors dans le premier mandat Trump. Il a comme première mission la reconduction du TCJA et l'amélioration du TCJA, quelques aménagements supplémentaires que je vous ai esquissés, et la coordination des politiques commerciales et énergétiques sur l'ensemble des départements concernés. Le secrétaire adjoint au Trésor, un professeur de finance à l'université de Maryland, issu de America's First Policy Institute, dont il est le chef économique, chef économiste, avec des positions assez une connaissance des politiques économiques au cours du premier mandat Trump assez forte. Sur la politique commerciale, les nominations, cette fois-ci, au sein de l'équipe de la Maison-Blanche, sont un peu plus tranchées, avec Jamieson Greer, qui était un collaborateur proche de Lighthizer, et Peter Navarro, qui était déjà dans le premier mandat Trump à la Maison Blanche, et qui apportait un certain nombre de propositions assez offensives dans ce premier mandat,
Donc on a quand même autour de Donald Trump à la fois des praticiens côté Jameson Greer et des hommes de main, disons, assez ambitieux, innovants sur l'utilisation qui peut être faite de ces droits de douane. Maintenant, les quelques annonces qui ont été effectuées dans notre champ sur ces sujets, avec les coups de pression qui ont été communiqués par Donald Trump sur Canada et Mexique, avec une menace de droits de douane de 25%. Avec clairement l'objectif de renforcer les frontières des États-Unis et de mettre un terme au trafic de stupéfiants, notamment fentanyl. Une menace à l'égard de la Chine de droits de douane supplémentaires de 10%, avec comme objectif le renforcement de la lutte contre le trafic de fentanyl, et une menace de droits de douane supplémentaires de 100% sur les BRICS. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'initiative qui est prise pour remettre en cause le rôle international du dollar par la mise en place d'une monnaie concurrente, etc. Donc là, les premières menaces, disons, du président élu pendant cette période d'intérimaire, il va être investi le 20 janvier. C'est donc le 20 janvier seulement qu'il aura la pleine possession des pouvoirs exécutifs que lui confère son statut de président. Pour l'instant, il est président élu. Et il profite d'une certaine manière de ce statut dans lequel les menaces qu'il envoie ne demandent pas de mise à exécution directe, il annonce des menaces de droits de douane assez fortes, avec des réactions des partenaires, en tout cas Canada et Mexique, assez diligentes, avec des échanges assez approfondis, notamment avec Justin Trudeau, approfondis et tendus, comme vous l'aurez vu. Voilà, Department of Government Efficiency. Donc ça, c'est une spécificité, c'est ce fameux département qui a été confié à Elon Musk et Vivek Ramaswamy, initialement sur l'idée de dégager des économies, mais dans sa mise en œuvre et la conception que s'en font Elon Musk et Vivek Ramaswamy, ce sera en fait un énorme instrument d'identification des réglementations, disons, inutiles. Et là, on est sur un autre pan de l'action de cette nouvelle administration qui va être une déréglementation assez forte et l'ambition de tirer au maximum les conséquences de la jurisprudence récente de la Cour suprême qui remet en cause le bien fondé des réglementations des agences dans les silences du Congrès, et qui demande donc à ce que les agences ne réglementent que dès lors que le Congrès leur aura demandé explicitement, ce qui conduit à potentiellement remettre en cause beaucoup des pans énormes de la réglementation. Et donc ça fait partie des objectifs que s'est fixé ce fameux DOGE. Un quantum de 2000 milliards d'économies a été évoqué par Elon Musk, qui laisse un peu songeur. Je pense que l'essentiel de l'action sera du côté de la déréglementation. Côté énergie, les trois profils principaux, un tsar de l'énergie, Doug Burgum, fervent défenseur de la dominance énergétique américaine, un secrétaire à l'énergie climato-sceptique, Chris Wright,
qui est CEO de Liberty Energy, fracturation hydraulique. Donc là, on est en plein dans le discours, et le narratif Trump sur la dominance énergétique américaine et la nécessité de préserver ça. Le maître mot étant une énergie, disons, abondante et bon marché. Avec évidemment une grande sensibilité à l'oil and gas et à la révolution du gaz de schiste. Lee Zeldin, avant tout un loyal de Trump. Donc là, on est sur l'agence de protection de l'environnement, qui est une des agences clairement qui est dans le scope du Doge et des républicains pour réduire la réglementation qui empêche dans le narratif républicain à la fois l'investissement, l'innovation, etc. Côté réglementation financière, toujours dans cette idée de limitation de la réglementation et des contraintes sur l'économie américaine, on a des risques de transposition allégée de Bâle 3, voire même un risque de non-transposition, in fine, avec des discussions qui pourraient s'enliser. Potentiellement une privatisation de Fannie Mae et Freddie Mac, la suppression de toute obligation liée au climat, il faudra voir comment tout ça s'organise avec le Doge, l'allègement des contraintes sur le marché, soutien aux cryptos et opposition à MNBC, monnaie numérique des banques centrales, dans un état d'esprit de défiance vis-à-vis de l'État fédéral. Puis vous avez sur la droite un tweet de nomination de Paul Atkins à la SEC, proche du milieu crypto, quoi. Côté numérique, lutte contre les big tech avec une dent très forte sur les politiques de modération, donc un retour à une liberté d'expression absolue. C'est un fil conducteur de l'angle et des professions de foi qui ont été publiées par les personnes qui ont été nommées à la FTC, à la FCC. Donc FTC, c'est l'autorité de concurrence, FCC, c'est l'autorité de régulation des télécoms, DOJ, section antitrust, c'est une autre partie de la compétence, disons, concurrence, avec un agenda pro-innovation et pro-little tech. Et aussi toute une action de allègement au maximum des contraintes sur les nouvelles technologies, et la nomination de David Sachs comme AI and Crypto Tsar, et un retour sur l'essentiel des dispositions du décret présidentiel de Joe Biden sur l'intelligence artificielle, là encore pour libérer au maximum. Voilà ce qu'on peut en dire depuis Washington. Merci Antonin. Je vais maintenant, côté Bureau Économie Internationale, vous présenter l'impact macroéconomique de la politique commerciale et budgétaire qui avait été prévue lors de la campagne présidentielle de Donald Trump. En ce qui concerne le volet de la politique commerciale, le diagnostic reste quand même qu'il y a un effet récessif, surtout si des représailles sont appliquées face aux hausses de tarifs douaniers. Si vous regardez le graphique de gauche, ce qu'on voit, c'est l'impact sur le PIB des différents partenaires commerciaux des États-Unis et des États-Unis eux-mêmes, en retenant une hypothèse d'un tarif de 10% sur tous les pays avec lesquels les États-Unis commercent. L'application de ces droits de douane et des mesures de représailles qui sont représentées en rouge sur le graphique pour avoir un impact négatif assez significatif sur le PIB US, de 0,6 points de PIB dans le cas d'un tarif de 10%, mais on peut aussi avoir des modélisations plus maximalistes qui pourraient aller jusqu'à 2 points de PIB. Cet argumentaire récessif s'applique aussi sur l'activité européenne. On pourrait s'attendre entre -0,8 et -2,8 points de PIB à moyen terme, donc à horizon 2030, sur l'économie française et sur l'économie européenne, pardon, et 0,6 et 2,1 sur l'économie française. C'est des résultats qui sont
dans la lignée de ceux présentés par d'autres instituts comme le CEPI, qui, en faisant une hypothèse de hausse des tarifs de 10 points, sauf sur Canada et Mexique, et 60 points sur la Chine, trouve par exemple une baisse du PIB américain de moins 1,3% et avec un impact sur la France de l'ordre de 0,1 point de PIB. Alors on insiste toutefois sur la forte incertitude qui entoure à ce stade non seulement l'ampleur des mesures sur la politique commerciale qui seraient mises en place par Donald Trump, mais aussi sur la faisabilité de ces mesures. Il y a une forte incertitude. Je vais maintenant passer à la politique budgétaire. Comme le rappelait Antonin, l'essentiel de la politique budgétaire se résume en fait à des baisses d'impôts, notamment la fameuse reconduction du Tax Cuts and Jobs Act, le TCJA, qui compose la majorité du package fiscal promis par Donald Trump, avec en plus de cela donc les baisses d'impôts sur les sociétés à 15% pour celles qui produisent localement, ou l'exonération d'impôts sur par exemple les pensions de retraite qui ont aussi été promises par le président élu. Et tout comme sur la politique commerciale, il y a aussi un caveat assez important sur l'incertitude quant aux mesures qui seront effectivement déployées. Donc cette politique fiscale aurait un impact expansionniste assez significatif, notamment aux États-Unis. On peut s'attendre via simplement une relance de la demande, de la consommation des ménages, mais aussi l'investissement des entreprises, un pic avec une hausse du PIB à 1,3% en 2027. Et c'est par effet de débordement en augmentant la demande adressée au niveau mondial. C'est un choc qui aussi augmenterait le PIB des partenaires commerciaux des États-Unis, notamment de la France et de la zone euro, où là, les gains de PIB pour la France seraient de l'ordre de plutôt 0,3 points de PIB et 0,4 pour la zone euro. Cependant, quand même, dans la mesure où ce seront des mesures budgétaires qui seraient mises en œuvre dans un cadre où l'output backup est déjà positif aux États-Unis, ça provoquerait une hausse des taux de la Fed qui voudrait lutter contre l'inflation provoquée par les mesures budgétaires. L'autre point d'attention, c'est que ce sont des mesures expansionnistes qui seront financées. Alors, même si Antonin a rappelé tout à l'heure que il y a en regard de ces mesures budgétaires des hausses de tarifs, on peut aussi considérer que ce serait financé par un endettement plus élevé des États-Unis dans un contexte où déjà la trajectoire de finances publiques américaines est significativement haussière. Vous pouvez voir sur le graphique de droite les prévisions à législation inchangée du FMI, les dernières prévisions, où les États-Unis sont aujourd'hui à 101% de dette sur PIB et pourraient atteindre à horizon 2029 à législation constante un ratio de dette sur PIB de l'ordre de 130 points de PIB, avec des déficits publics assez marqués autour de 6 points de PIB. Et je vais maintenant passer la parole à Pierre Elliott. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais à présent aborder la manière dont on peut essayer d'anticiper la politique commerciale du président Trump, et notamment en essayant de regarder aussi comment est-ce que ça s'était passé au cours du mandat précédent. Au cours du mandat Trump 1, l'Union européenne elle avait été visée directement par plusieurs contentieux qui avaient abouti à des hausses de droits de douane américains sur nos produits. Le premier contentieux, c'était celui sur l'acier et l'aluminium, qui avait conduit des Américains à taxer entre 10 et 25% ces produits originaires de l'Union européenne. Les États-Unis, craignant en particulier que les produits chinois qu'ils taxaient puissent passer par l'Union européenne et ensuite arriver aux États-Unis. L'Union européenne avait adopté des contre-mesures, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle avait taxé en miroir des produits américains pour défendre ses intérêts commerciaux. On avait eu également le contentieux Airbus-Boeing, contentieux historique qui s'est poursuivi sous le mandat du président Trump 1. Les États-Unis estimant que l'Union européenne et les pays de l'Union européenne
financier de manière distorsive les programmes aéronautiques civils. Et de même, il avait conduit à des mesures de rééquilibrage commercial côté européen pour s'assurer que il y avait une réponse qui était apportée à ces droits de douane supplémentaires américains sur un certain nombre de produits. Et également le contentieux lié à la taxe sur les services numériques, contentieux TSN entre parenthèses sur le slide, les États américains nous reprochant par notre taxe sur les services numériques de vouloir taxer la Silicon Valley et les grands acteurs américains de la tech. Progressivement, ces contentieux, ils ont fait l'objet de trêves, et en particulier sous le mandat de Biden, avec la création d'une enceinte de dialogue, de déconfliction à niveau ministériel, le Trade and Technology Council, le TTC, et puis sur les différents contentieux que j'ai cités, on s'est donné des dates de revoyure. On a mis au frigo, entre guillemets, ces contentieux, et puis on s'est donné des dates de revoyure. Par exemple, sur l'acier et l'aluminium, une date de revoyure en 2025, et sur l'aéronautique, une date en 2026. Donc, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est à quel point ces leçons, elles peuvent nous être utiles pour un nouveau mandat de Trump. En réalité, sur la base de ce que disait et ce qu'expliquait Antonin, les mesures qui ont été annoncées par le candidat Trump sont plus larges que des contentieux spécifiques bilatéraux et visent plus largement, prévoient une imposition de droits de douane sur tous les partenaires commerciaux. Quels sont donc face à cette politique qui va être potentiellement différente, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur quels sont les objectifs qui sont poursuivis par une administration Trump, comme l'évoquait Antonin. Est-ce que c'est un rééquilibrage? Est-ce que c'est une approche transactionnelle? Est-ce que c'est la constitution d'une nouvelle ressource fiscale? Et puis, quels sont les objectifs du candidat Trump sur la Chine? Est-ce que c'est un rééquilibrage commercial, une compétition technologique, et est-ce que son objectif c'est de rassembler des alliés, des partenaires sur cette question? Par ailleurs, quelle sera la forme de cette politique commerciale? Est-ce que son objectif c'est de sélectionner certains des secteurs, ou ce sera tous secteurs économiques, certains partenaires ou tout partenaire? Et puis, quelle sera la tactique en fait? Est-ce que son objectif c'est de menacer pour ouvrir une négociation, ou rapidement, à son entrée en fonction en début d'année prochaine, mettre en place des mesures et ensuite avoir ce dialogue avec les partenaires commerciaux. Face à cela, l'Union européenne donc a des réflexions sur comment faire face à cette nouvelle donne. La première chose sur lesquelles l'Union européenne insiste, c'est l'idée de rappeler aux États-Unis l'importance des liens commerciaux et des intérêts communs sur les enjeux économiques, industriels, et l'idée qu'il faut pouvoir poursuivre le dialogue et mettre fin aux irritants historiques face à ce qui sont aussi des défis communs aux États-Unis et à l'Union européenne, et qui ont fait l'objet de discussions importantes au cours du mandat du président Biden. Donc voilà, cette attitude ouverte au dialogue. Le deuxième volet, c'est l'idée qui appelle à préserver l'unité européenne et éviter une bilatéralisation de la relation Europe-États-Unis, l'intérêt des États-Unis étant vraisemblablement de faire face à des États membres plutôt qu'à une Union européenne à 27. Et puis, face au déploiement d'une politique américaine qui serait davantage agressive, se préparer, le cas échéant, à une réponse ferme pour défendre nos intérêts commerciaux, et si une politique agressive à l'égard de l'Union européenne venait à être mise en œuvre. Et je passe la parole. Bonjour, bonjour à tous. Dans le sillage de ce qui vient d'être indiqué, un rapide focus, et je serai bref parce que je passe à la fin, il faut laisser du temps aux questions, plutôt vraiment sur la dimension sino-américaine des tensions qui, pour diverses raisons structurelles, se renforcent. Mais là, l'idée, c'est simplement de vous partager avec vous quelques variables ou quelques aléas, plutôt en se positionnant du point de vue chinois,
de qu'est-ce que réinjecte comme incertitude le retour d'une administration, en tout cas d'une nouvelle administration Trump aux États-Unis. Le premier point, il a été déjà esquissé, donc j'y vais rapidement, c'est les objectifs réels poursuivis par l'administration Trump s'agissant de la Chine. Alors, encore une fois, est-ce que c'est qu'une surfocalisation sur la question du déficit, presque comme dans les années 80 avec le Japon, c'est-à-dire vraiment une préoccupation de, in fine, arriver à un deal qui t'a tapé fort au début par la question des droits de douane, mais pour, in fine, réellement réussir à obtenir de bonne foi un deal, respecté ou pas, c'est une autre chose par la partie chinoise, ou est-ce qu'il y a réellement un autre objectif distinct qui est finalement le retour du débat dérisking plutôt que découpling, qui n'est pas qu'un débat sémantique, qui est de savoir si en fait il s'agit de se désensibiliser de la Chine, comme ce qui peut être ce qui était au moins verbalement l'objectif affiché et formalisé par l'administration Biden et par l'Europe et par la France, ou est-ce qu'en fait il s'agit de couper les liens et de bloquer le développement technologique, au moins dans certains pans de la Chine, avec des préoccupations sous-jacentes davantage de sécurité nationale que strictement économique ou commercial au sens traditionnel du terme. Et ça, l'incertitude, je pense, est réelle. On n'a pas de boule de cristal. À ce stade, les premières nominations que rappelait Antonin, les discours, les esquisses de prise de parole des uns et des autres ne permettent pas forcément de trancher si ce sera l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Et l'histoire n'est pas un précédent si instructif, puisqu'on avait plutôt eu, in fine, c'est le paradoxe, un deal sur du commerce administré États-Unis-Chine lors de la saison Trump 1, si j'ose dire, mais on avait aussi eu, et peut-être de manière plus durable comme effet, une sorte d'effet cliqué comme la Chine comme préoccupation et fin de la naïveté, et ce qui est devenu, comme ce que rappelait Antonin Avia, finalement un sujet presque de consensus bipartisan, au moins dans la prise en considération des termes de la menace chinoise, du point de vue américain. Donc le premier aléa, c'est l'objectif réellement poursuivi par les États-Unis. Mais ça, c'est la première variable qui est assez centrale et identifiée, qui est assez évidente. La deuxième, et qui n'est pas des moindres, c'est de savoir dans quelle mesure les alliés, au sens politique, qui peuvent bien sûr être concurrents économiques, mais les alliés politiques des États-Unis, que ce soit les pays membres de l'Union européenne elle-même, mais c'est aussi vrai beaucoup du Japon, de la Corée notamment, s'alignent sur les États-Unis et de deux manières. Alors, dans quelle mesure elles s'alignent? Si elles s'alignent, en tout ou partie, à quel rythme et avec quelle effectivité, sur deux variables qui sont d'importance pour les tensions sino-américaines, notamment vues de Chine, c'est dans quelle mesure les autres marchés auraient tendance ou pas à se fermer aux produits chinois, un peu à l'image de ce qui est annoncé par Trump, et peut-être parfois plus fondamentalement, dans quelle mesure les autres pays s'emploient à copier-coller en tout ou partie, et avec quelle ardeur et quelle effectivité, la caisse à outils développée par les États-Unis, que mentionnait Antonin, et notamment les outils type contrôle-export renforcé comprenant une dimension extraterritoriale ou le filtrage à venir des investissements sortants, donc des États-Unis vers la Chine ou d'autres pays vers la Chine. La logique et la crainte réciproque côté chinois, c'est que ces mesures-ci, pour être effectives par construction, si elles sont circonscrites aux États-Unis, quand vous prenez certaines chaînes de valeur, elles risquent d'être inefficaces, puisque le but étant d'empêcher la Chine sur tel ou tel point d'obtenir, en tout cas de ralentir l'obtention de tel ou tel pas technologique. Et donc, fatalement, si vous avez des fuites par des pays partenaires voisins, l'effectivité de ces mesures et leur crédibilité est mise en doute. Mais du point de vue chinois, c'est une variable assez notable de savoir si, in fine, chacun se dote, en gros G7, voire G7+, se dote de ces outils, parce que l'impact, y compris économique, pour la Chine n'est pas la même. C'est évident sur des chaînes de valeur déjà impactées par ce type de pratique, sur les semi-conducteurs. L'actualité nous le montre, puisque soit vous avez plusieurs fournisseurs, donc ça n'a pas de sens qu'il n'y ait que l'américain qui dans le sens, par rapport à l'objectif poursuivi, se dote de ces mesures, ou alors vous avez à d'autres maillons de la même chaîne de valeur des acteurs clés qui ne sont pas, qui sont occidentaux, mais pas américains. Et c'est pas dit, et ce qui est à peu près évident, c'est qu'il y aura vraisemblablement une recrudescence de la pression américaine pour aller vers ce mouvement. Et s'agissant du premier point sur vraiment l'accès au marché, notamment européen du point de vue chinois, dans le contexte de surcapacité, et a fortiori si d'autres acteurs américains, canadiens ou autres ferment ou ont une tendance à fermer leur marché, évidemment le marché européen peut n'être que plus susceptible d'être celui que les Chinois peuvent percevoir, à tort ou à raison, comme le plus perméable, mais d'un autre côté le plus vital à écouler leur offre. Ça, c'est le deuxième point, c'est vraiment au-delà de l'aléa américain, l'aléa des alliés américains sur leur capacité, leur volonté
à s'aligner en tout ou partie, à résister aux pressions en sens américain. Le troisième enjeu, c'est que la réalité sino-américaine, elle passe aussi par des zones tierces, en pays tierces. Je pense notamment à l'ASEAN, je pense à l'Amérique du Sud. C'est des sujets qu'on suit évidemment parce qu'ils ne sont pas neutres aussi pour nos propres intérêts économiques dans ces régions-ci. Et là, l'aléa, c'est de savoir, là aussi, quelle sera l'attitude de l'administration Trump dans la mesure où deux choses s'étaient passées sous l'administration Biden schématiquement pour ces pays tiers. C'était, officiellement, on ne leur demandait pas de choisir un alignement entre US ou Chine. Formellement, on pouvait souscrire à plusieurs initiatives. Le meilleur exemple, c'est que vous prenez quasiment tous les pays de l'ASEAN, ils sont en Asie du Sud-Est tous membres de la BRI, mais aussi pour un très large nombre d'entre eux, membres du Forum sur l'Indo-Pacifique, le fameux IPEF, qui était un peu le livrable, l'initiative américaine pour retrouver une forme de lien avec ces économies-ci et d'initiatives au sein desquelles les États-Unis avaient une forme de prééminence. Donc, est-ce qu'il y aura un sujet à forcer à choisir? On a eu, Antonin le disait, dans le cas des BRICS, un tweet de Trump qui laissait indiquer que l'accès au marché américain pourrait être conditionné pour celles et ceux, restreint pour celles et ceux qui pourraient s'aventurer à remettre en cause la prééminence du dollar. Mais si on reste par exemple sur la zone ASEAN, il y a eu un développement très conséquent des transactions en yuan entre les pays de l'ASEAN. Je pense par exemple à l'Indonésie avec la Chine, sans parler des investissements croisés, du développement de lignes de swap. Bref, il y a eu des liens financiers qui se sont créés, et pas juste les investissements au titre de la BRI dans les infrastructures comme on se l'imagine bien volontiers. Dans quelle mesure ça va pouvoir se poursuivre sans qu'il y ait un effet de bord sur soit l'accès au marché américain, soit à l'usage du dollar, aussi alors que se développent des systèmes de paiement alternatifs à ceux bien connus comme SWIFT, qui de facto tournent d'une manière ou d'une autre autour des États-Unis. Donc ça, c'est un doute sur vraiment le lien avec les US, la capacité à ne pas choisir, et l'attitude même des US sur les forums, les initiatives. On a mentionné l'IPEF, qui, notamment en ASEAN, en Indo-Pacifique, mais c'est aussi valable dans l'Amérique du Sud, avec la PEP, avaient été un peu les nouvelles initiatives pour rester dans le jeu et pas faire la chaise vide. Lors de l'administration Trump 1, on se souvient que les États-Unis avaient quitté le partenariat transpacifique, dont ils étaient pourtant à l'origine sous Obama de cet grand accord commercial régional ou supra-régional, vu la dimension géographique qui était la sienne. Est-ce que là, ils vont quitter l'IPEF, faire autre chose ou le dévitaliser? C'est une des interrogations qu'on a, mais qui est aussi un point important pour les tensions asie-américaines, puisque c'est un peu un jeu à somme nulle je pense notamment à l'Asie du Sud-Est, compte tenu des chaînes de valeur qui se relocalisent dans la zone, qui est une zone qui reçoit plus d'IDE et plus de croissance que la Chine désormais, et dans laquelle et les entreprises occidentales et les entreprises chinoises investissent davantage. Le dernier point, qui est un petit peu le solde des trois premiers, même si on distingue les choses, bien sûr, ce ne sont pas des variables totalement indépendantes l'une de l'autre, c'est finalement la nature de la réaction chinoise. Réaction vis-à-vis des États-Unis, voire vis-à-vis des alliés des États-Unis, si notamment il y avait cette forme d'alignement dans un front plus large qui dépasserait les seuls États-Unis vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une appétence chinoise pour jouer à l'escalade? On peut se poser la question que ce n'est pas strictement abstrait et théorique comme question, puisqu'on le voit encore récemment, puisque la Chine, typiquement, a répondu à un certain nombre de mesures avec son propre arsenal de mesures de contrôle export sur les métaux critiques à l'encontre des États-Unis, qui avaient eux-mêmes pris des mesures sur les semi-conducteurs. Donc, ils développent leur propre boîte à outils. Et le dernier point, c'est évidemment la capacité de la Chine, peut-être plus vulnérable macroéconomiquement qu'elle ne l'était en 2016, pour réagir en termes de politique économique chez elle, soit budgétaire, monétaire. Est-ce que l'yuan flottera à la baisse? On peut imaginer qu'il le laisserait couler à la baisse. C'était du moins ce qu'on avait observé la dernière fois, ce qui n'était pas finalement pas la moins paradoxale des choses, dans la mesure où c'était déjà ce sujet de la sous-évaluation du yuan, un accès de fixation, de crispation américaine, et notamment du président Trump à l'époque. Donc voilà un peu les quatre variables, les quatre aléas que nous on identifie comme clé pour l'évolution sans boule de cristal des tensions sino-américaines à l'avenir à l'aune de l'arrivée du retour du président Trump. Merci beaucoup à tous pour ce panorama très complet. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Donc nous avons quelques questions qui sont arrivées au fil de l'eau. Alors d'abord une très logistique. Donc pour le dire à tous, vous pourrez retrouver à la fois les slides et le replay sur le site de la DG Trésor après l'événement.
Donc les slides seront bien disponibles pour ceux qui souhaitent les consulter ensuite. Donc ensuite sur le fond, peut-être commencer par une question qui était, je crois, dans le contexte de l'attitude par rapport à la Chine, plutôt pour Antonin, qui demandait si la réponse agressive de la future administration Trump 2 pourrait vraiment avoir lieu, au sens où la pression de certaines entreprises pourrait pousser le président élu à infléchir sa position vis-à-vis de Pékin. Est-ce que c'est plausible ou pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que le président Trump a montré sa capacité à faire des deals, y compris avec la Chine. On se rappelle de l'accord Phase One qu'il avait mis en place lors de son premier mandat, dont la structuration n'avait pas convaincu tout le monde, loin de là. Donc, on n'est pas à l'abri d'un accord à un certain moment négocié par Trump à son niveau. Néanmoins, il y aura une pression politique très forte au Congrès. Je crois que le caractère bipartisan à la fois sur l'importance de la menace chinoise sur les aspects technologiques et sur l'impact délétère des pratiques et des politiques chinoises sur la globalisation et l'emploi aux États-Unis, l'industrie aux États-Unis, font que au Congrès, il y a quand même une certaine détermination. Sur le point Musk est un point qui est régulièrement abordé. Je pense que ce point est surtout lié aux activités de Tesla. Faut se rappeler quand même que Musk, c'est bien plus que Tesla. Il y a SpaceX, il y a un ensemble très très large d'industries derrière, qui compose son portefeuille. C'est un vrai empire et ça me paraît difficile de donner à Musk le pouvoir d'infléchir de lui-même les penchants de Trump, mais on a dans la personnalité de Donald Trump la possibilité de faire un deal avec Pékin, et d'une certaine manière son historique vraiment c'est très profondément ancré ici. C'est l'homme qui a ouvert la guerre commerciale contre la Chine. Personne ne l'accusera d'être soft on China, et c'est probablement la seule personnalité politique qui pourrait faire un accord avec Pékin sans perdre ses plumes. Merci. Alors, je vais grouper, parce que je vois que les questions arrivent maintenant, mais nous avons très peu de temps. Je vais en grouper deux aussi sur quelles sont les positions ou les sujets ou non de débat pour l'administration Trump future. Une question qui demandait la position de l'administration Trump vis-à-vis de l'OMC sur les réformes à conduire, et note de l'éditeur, je demanderais juste simplement, est-ce un sujet ou est-ce complètement absent? Et une autre question qui nous concerne peut-être encore plus directement, quelle considération l'administration Trump 2 aura-t-elle de l'UE et de la relation transatlantique? Sommes-nous un partenaire important ou au contraire absent des discours du candidat? On voit aussi que dans la ligne de mire, tu as parlé du Canada, du Mexique, de la Chine, des BRICS, pour des raisons qui sont d'ailleurs autres que commerciales, pour l'usage du levier tarifaire. L'Union européenne, pour l'instant, ne semble pas complètement dans la ligne de mire, mais quelle est la perception, et est-ce que ça peut être différent? Je te laisse un peu dans cet ensemble de questions. Sur OMC, pour faire très rapide, réponse 2, c'est totalement absent, ça n'est pas une contrainte. C'est pas nouveau, c'est bipartisan, Pierre-Marie le rappelait à l'instant. On a dépassé totalement ce cadre, et ça fait partie des difficultés à venir de la relation transatlantique. Et là, on peut mentionner déjà
l'obsession sur les soldes commerciaux bilatéraux qui place quand même l'Union européenne avec son excédent commercial à l'égard des États-Unis dans une position d'accusé un peu naturelle. L'Allemagne évidemment est au premier rang puisque c'est la première contributrice à cet excédent. Il y a le sujet de l'automobile qui est un sujet cher au cœur de Donald Trump pour tout un tas de raisons, dont on comprend l'importance politique aux États-Unis, sur lesquels il a aussi martelé des écarts de droits de douane entre, dans les deux sens, la manière dont les automobiles étaient taxés à l'entrée en Union européenne versus à l'entrée aux US sur ces échanges transatlantiques. Voilà. L'enjeu pour nous, ça va être d'expliquer la stratégie européenne et, je parle au futur, mais c'est ce qui nous occupe depuis 2 ans et plus fortement encore dans les 6 derniers mois auprès des personnalités républicaines avec lesquelles on peut échanger, c'est d'expliquer la stratégie européenne, d'expliquer la communauté, le fait qu'on a des défis partagés et le fait que l'Europe a évolué depuis le dernier mandat et que c'est un partenaire avec lequel on peut résoudre un certain nombre des défis identifiés et des défis communs en transatlantique. Merci. Alors, on déborde un petit peu sur le temps. Je vais prendre une dernière question et toutes nos excuses pour celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Peut-être pour Pierre-Marie, une question sur quels sont les ripostes les plus probables de la Chine en cas d'hypertaxation de leurs exportations vers les US. Alors, tu as un petit peu commencé à répondre à la fin, mais peut-être si tu veux élaborer un petit peu sur cette question. Question pour me compléter. Moi, ce que j'entrevois, c'est que le fait le plus notable, au-delà de chacun qui élève son mur de barrières tarifaires, c'est que la Chine a sans doute une bonne vision des dépendances de chacun à son endroit, notamment des dépendances en termes d'approvisionnement chinois vis-à-vis des États-Unis, sur lesquels les États-Unis seraient, sinon monosource, grandement dépendants. Ce qui est assez évident, c'est qu'elle développe deux choses. C'est un package de mesures paradoxalement très proche de celle des États-Unis, c'est-à-dire du contrôle export renforcé, notamment là où elle pense qu'en bloquant des licences à l'export, elle peut contraindre la partie américaine. C'est déjà ce qu'elle a commencé à esquisser sur les sujets de métaux critiques, puisqu'ils sont en très large part, chacun le sait, raffinés chez elle. Et après, c'est vraiment une question de tactique, à supposer même qu'elle souhaite jouer l'escalade. Mais la tendance générale récente a plutôt été vers plus d'assertivité qu'une tendance à la négociation. Mais c'est très difficile de le dire. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite compléter ou préciser la réponse, mais ce que je vois, c'est vraiment son propre arsenal de sanctions, y compris extraterritoriales, et son propre arsenal de contrôle-export modernisé, mais qui maintenant récemment assume de viser spécifiquement les États-Unis et non pas de manière un peu facticement, abstraitement impersonnelle. Merci beaucoup. Nous avons débordé même de notre temps, donc nous allons conclure à ce moment-là. Pour rappel, un replay sera disponible rapidement sur le site de l'événement, sur le site de la DG Trésor. Merci encore à tous pour avoir suivi ce webinaire Les Clés du Trésor et nous vous donnons rendez-vous en début d'année prochaine pour la prochaine édition. Très bonne journée à tous.